Merci de nous rejoindre sur Léman Bleu. Rendez-vous spécial pour parler de votre santé à l'occasion de Mars Bleu, la campagne annuelle de sensibilisation du cancer colorectal avec les spécialistes DHUG qui vont nous accompagner et tout nous expliquer. On va parler prévention, dépistage, traitement également, qualité de vie au cours de cette heure qui nous attend, une heure tout à fait spéciale avec le docteur Thibaut Kessler qui est médecin oncologue, responsable du centre du cancer colorectal. Depuis 2018, vous êtes également responsable du Tumor Board. On verra de quoi il s'agit dans quelques instants. À vos côtés, la docteure Béatrice Arzel, médecin, directrice de la Fondation genevoise de dépistage du cancer. On verra qu'il y a beaucoup de choses très positives concernant ce cancer en particulier. Professeur Pierre Chapuis, vous êtes médecin généticien. Vous avez beaucoup publié, vous alertez depuis longtemps d'ailleurs sur le cancer colorectal. Et professeur Jean-Louis Frossard, gastro-entérologue, médecin-chef du service de gastro-entérologie et hépatologie. Vous publiez vous aussi sur le sujet et vous nous informez depuis longtemps. Alors vous avez peut-être vu le jet d'eau coloré en bleu au début du mois. Vous avez peut-être vu ces derniers jours le pont du Mont-Blanc pavoisé aux couleurs de Mars Bleu. C'est un grand mois de sensibilisation concernant ce cancer colorectal. On va tout de suite un petit peu en savoir plus. Déjà avec vous, j'aimerais en parler, docteur Béatrice Arzel. Vous êtes quand même au courant des chiffres dont nous disposons. Quelles sont les données épidémiologiques qui nous permettent de faire le point sur cette maladie ? Alors, pour être simple, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le cancer colorectal fait partie du trio de tête des cancers les plus fréquents dans notre pays, en Europe du reste également, avec pour les femmes le cancer du sein et le cancer du poumon, les hommes le cancer de la prostate et le cancer du poumon. Donc, se rappeler d'une part que c'est un cancer extrêmement fréquent, qui a une mortalité non négligeable, c'est 1600 décès chaque année, pour 4500 cas. Ce cancer est un peu plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Il touche les deux sexes, c'est important de se le rappeler aussi. À égalité ? Un tout petit peu plus les hommes que les femmes, mais ce n'est pas une différence, je pense, qui doit rester vraiment centrale dans la pensée. Il faut se rappeler que ça touche les hommes et les femmes, je pense. On peut aussi se rappeler que c'est un cancer qui met du temps à évoluer. Entre le moment où apparaît un polype et le moment où le cancer se développe, il va se passer entre 10 et 15 ans. C'est pour ça qu'on parlera dépistage dans toute cette période. Et puis, on peut se rappeler, où il faut savoir aussi que c'est un cancer dont la fréquence augmente avec l'âge. Maladie presque rare chez le très jeune, même si on voit des cas quand même. La fréquence augmente à partir de 40-45 ans et puis continue à augmenter tout au long de la vie. C'est pour ça qu'on sensibilise en priorité les personnes de plus de 50 ans, même si les plus jeunes peuvent être concernées. Absolument, absolument. Les données changent dans nos pays et la fréquence du cancer colorectal est en train d'augmenter chez les 40-50 ans avec les changements d'habitude de vie. Mais aujourd'hui, on sensibilise à partir de 50 ans au dépistage, à moins qu'il y ait des facteurs de risque particuliers. Alors, docteur Thibaut Kessler, quels sont les symptômes, quels sont les signes qui doivent alerter ? Alors malheureusement, il n'y a pas un symptôme particulier qui devrait aller nous faire consulter notre médecin, mais un groupe de symptômes. Dans les plus fréquents que les patients vont rapporter, ça pourrait être une perte de poids inexpliquée, plusieurs kilos. Ça peut être un changement dans la fréquence ou la qualité des selles. Ça peut être des saignements, donc du sang rouge qui va s'écouler lorsqu'on va aux toilettes. Ça peut être une douleur abdominale. On peut occasionnellement aussi palper une masse, mais ça, c'est beaucoup plus rare. Donc, il n'y a pas, encore une fois, un symptôme particulier, mais un groupe qui doit nous faire consulter. Alors, je crois qu'on a compris de quelle partie du corps il s'agissait en particulier. Pourtant, on a quand même besoin d'en savoir un petit peu plus en matière d'anatomie. Mardi dernier, c'est un côlon géant qui était installé à l'accueil des HUG. L'occasion de pouvoir en savoir plus avec la docteure Caroline Bastide. C'est Mars Bleu, la journée de sensibilisation au cancer du côlon. Et à cette occasion, nous avons organisé un dispositif permettant d'expliquer l'apparition des polypes dans le côlon à travers une grande sculpture et vous expliquer l'histoire de la cancérisation. C'est là ? Un peu plus loin, dans l'entrée de l'hôpital. Le côlon est un organe qui constitue la fin du tube digestif qui va de l'intestin grêle jusqu'à l'anus. Il s'agit d'un organe qui mesure entre 80 et 100 cm. Le cancer peut se développer sur l'ensemble de la muqueuse côlique, mais on considère que 2/3 des cancers se développent plutôt au niveau du côlon gauche. Là, on commence à être dans les entrailles du côlon.
Et malheureusement, sur cette muqueuse colique peut se développer un polype. Qu'est-ce qu'un polype? C'est une excroissance de la muqueuse colique qui va se développer suite à une mutation et qui a un risque de dégénération et de transformation en cancer. Pourquoi? Probablement en raison d'un terrain génétique sous-jacent associé à des facteurs environnementaux qui vont déclencher la transformation. Vous avez ici les polypes qui risquent de grossir. Cela met plusieurs années, en général une dizaine d'années, avant d'arriver à la lésion tumorale qui va d'abord grandir, comme ici. Vous avez une lésion qui s'étend sur une partie du mur colique et en revanche, le cancer peut tellement se développer sans qu'on s'en aperçoive qu'il occlue carrément la lumière colique par la suite. Quelles sont les autres pathologies qu'il faut également surveiller, professeur Jean-Louis Frossard? Alors, en ce qui concerne le tube digestif, c'est vrai qu'on est régulièrement amené à être confronté à des patients avec des plaintes abdominales et digestives, en particulier pour le côlon, puisque le tube digestif, c'est un long tube. Là, on ne parle que de la partie terminale, qui est en fait le côlon. Principale fonction, résorber l'eau et accumuler les matières fécales. Et en effet, comme l'a dit notre confrère, le Dr Kessler, c'est que les gens peuvent être amenés à avoir finalement des altérations du transit. Ce qui est très important pour nous, c'est de voir des changements d'un transit très régulier. Les gens qui vous disent pendant 20 ans de ma vie, j'ai été aux toilettes après avoir bu mon café à 7 heures le matin, c'est très bien. Mais s'il y a un changement, avec un changement d'alternance, constipation, diarrhée, Il faut y être attentif. il faut y être vraiment attentif et à ce moment-là consulter. L'autre symptôme dont a parlé le Dr Kessler, c'est évidemment la présence de sang lorsqu'on va aux toilettes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a forcément un cancer, mais c'est qu'il y a une pathologie dont on doit s'inquiéter. La première cause de rectoragie, de sang émis par l'anus, c'est les hémorroïdes. Donc, une pathologie assez banale, finalement, pas du tout dangereuse, mais qui convient, dans le fond, de diagnostiquer pour éviter de tomber derrière une porcine qui pourrait être un cancer. Alors, ça peut être un signe qui alerte, d'avoir du sang dans les selles, pour se dire les choses très clairement. Toutefois, il ne faut pas confondre le côlon ou l'anus. En fait, c'est une muqueuse, l'anus, pas le côlon. On est bien d'accord. Donc, la pathologie dont on parle aujourd'hui, c'est une pathologie qui touche la première couche du tube digestif. Le tube digestif, c'est un tube qui fait de 5 couches successives, c'est un millefeuille. Et en fait, la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la première couche, qui est la muqueuse, qui peut être altérée pour différentes raisons. Mais aujourd'hui, on parle donc du polype et de l'évolution en cancer. Donc rien à voir avec les cancers qui sont liés au papillomavirus. Alors oui, c'est une autre forme de cancer. Ça peut alerter, on dit, est-ce que ça a un rapport ou pas? Oui, ça a un rapport, oui, parce qu'on touche au canal anal, mais en général, il ne touche pas le côlon. On est d'accord, c'est vraiment la première partie du tube digestif, l'anus, qui est touché dans ce cas de cancer. Alors, les personnes de plus de 50 ans qui sont un peu plus à surveiller concernant ces risques de cancer, Thibaut Kessler, chez les jeunes adultes, on relève quand même quelques cas. Oui, absolument. Donc, chaque année, on a à Genève des gens de moins de 50 ans qui seront diagnostiqués du cancer du côlon ou du rectum. C'est une tendance qu'on observe aussi dans d'autres pays, et pas seulement en Europe, mais aux États-Unis également. Il faut bien le souligner, c'est quelque chose de rare. Ça représente moins de 10% des patients diagnostiqués. Mais là aussi, ce qui est important à souligner, c'est que ce sont des gens qui n'ont pas forcément accès encore au programme de dépistage qui commence à partir de l'âge de 50 ans. Alors, parlons maintenant des facteurs de risque qui sont également importants. Là, le mode de vie a un impact quand même non négligeable. C'est le plus important. Il est même fondamental. La plupart du risque, ce sont des facteurs de risque modifiables, c'est-à-dire ce qu'on va manger, ce qu'on va boire et ce qu'on va fumer. Mais on peut aussi noter que, par exemple, la sédentarité, le manque d'activité physique, est un facteur de risque pour le cancer colorectal. Alors là, on va aller peut-être très en détail. Qu'est-ce qu'on appelle ce seuil de sédentarité? Est-ce qu'il faut marcher suffisamment, faire du sport à intervalles réguliers dans le courant de la semaine? À quoi ça correspond? Alors, l'OMS, qu'on a la chance d'avoir à Genève, a édicté des recommandations, et c'est très simple, c'est 20 minutes d'activité physique par jour pour toute personne de plus de 18 ans jusqu'à 80 ans. Alors 20 minutes, ça paraît un petit peu abstrait parce qu'on peut se dire j'ai piétiné à mon arrêt de bus, est-ce que ça compte? Non, ça ne va pas compter. Ce qui est important, c'est 20 minutes, au moins 2 segments de 10 minutes, et ça représente environ 8 arrêts de bus ou de tram. Donc un petit moyen méthode technique très simple, il faut marcher, c'est très simple, faites 4 arrêts de bus par jour.
Même quand il pleut, on se donne un petit peu de courage, on peut descendre 1 ou 2 arrêts avant son arrêt habituel. Exactement. Pour pouvoir atteindre l'objectif. L'alimentation a également son rôle. C'est probablement le premier facteur de risque, hein, l'alimentation. On sait que la consommation de viande rouge, 100 grammes par jour, tous les jours, de viande transformée. Alors la viande transformée, ce n'est pas ce qu'on va forcément aller chercher dans les surgelés. Ça peut être malheureusement aussi la viande qu'on aime bien, la viande séchée. Il faut noter aussi le tabac. L'alcool, un verre, c'est ce qu'on recommande. Il ne faudrait pas dépasser plus d'un verre. Et donc, tout ceci fait partie des facteurs protecteurs. Si on consomme beaucoup de fibres, par exemple, c'est un facteur protecteur contre le risque de cancer. Donc, prise d'alcool régulière, ça augmente les risques. Absolument. Alors ça, ce sont les risques évidemment sur lesquels on peut jouer par son comportement, alimentation, mouvement également. Professeur Chapuis, il y a également des risques qui sont cette fois un peu moins modifiables. Oui, alors on va les considérer comme non modifiables. L'un d'eux, il est un petit peu trivial, on en a déjà parlé, c'est l'âge. Le fait d'avancer en âge, le risque va augmenter. Ça concerne tout le monde à un moment donné. Ça concerne tout le monde, mais on va le considérer quand même comme un facteur de risque non modifiable, en tout cas pour le moment. Et puis après, on va rentrer dans des facteurs qui vont toucher une plus petite fraction de l'ensemble de notre population, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, le fait d'avoir dans sa famille un parent proche ou a fortiori plusieurs, si par hasard ces diagnostics sont survenus à un jeune âge. Donc l'anamnèse familiale du cancer colorectal est un facteur de risque pour soi-même à l'égard de ce type de cancer. Et puis il y a une situation encore plus rare qui sont les prédispositions génétiques héréditaires, le fait qu'une personne puisse porter de manière constitutionnelle, c'est-à-dire dans chacune des cellules de leur corps, puisse porter en fait un facteur génétique, une mutation dans un gène donné qui va conférer un risque accru de développer un cancer colorectal. Vous et moi, on peut savoir si on est dans ce cas-là ? Alors on peut le savoir, on va dire, c'est pas aujourd'hui accessible à toute personne. Il y a des critères qui sont définis pour savoir finalement quelles sont les situations où un dépistage génétique peut être proposé. Un dépistage génétique, c'est une analyse génétique par une prise de sang devenue relativement simple aujourd'hui sur le plan technique, mais qui nécessite un encadrement médical avant, après ce dépistage génétique pour bien cerner finalement quelles sont les implications, les conséquences, parce que ça ne va pas concerner que la personne qui s'engage dans le dépistage, mais ça peut aussi concerner d'autres membres de sa famille. Professeur Frossard, est-ce qu'il y a des conseils pratiques à donner par rapport à ça ? Oui, je pense que clairement, si on parle de dépistage, on s'adresse à une population qui n'a pas ces facteurs de risque familiaux ou individuels. C'est donc le risque moyen, finalement. Vous et moi, on a un risque moyen de cancer colorectal dans la vie. Et c'est la politique précisément qu'on défend aujourd'hui, c'est cette politique de dépistage du cancer à partir de l'âge de 50 ans. Alors, il y a un moment important par rapport à cette maladie pour les patients, les anciens patients qui peuvent en parler. C'est le moment de l'annonce de cette maladie, le moment où elle est diagnostiquée. C'est le cas de Céline et Laure qui aujourd'hui maintenant prennent le relais et parlent à des patients actuels. Nous les avons rencontrés, elles nous racontent ce jour où elles ont appris qu'elles avaient un cancer colorectal. Chez moi, ça a commencé avec du sang dans l'œil. Et donc, on m'a dit qu'il fallait que je consulte en urgence en ophtalmologie, ce que j'ai fait. Là, il y a eu un petit peu de difficulté pour trouver le diagnostic. On m'a fait des prises de sang. Et dans ces prises de sang, on a vu que j'avais une anémie qui était assez forte. Je viens pour un œil, on parle de coloscopie, donc j'ai été réticente. J'ai demandé à réfléchir, j'ai été voir mon médecin traitant. Et mon médecin traitant, au vu de mon histoire, a dit oui, il faut la faire. Moi, je me suis vue mourir dans les 3 mois. Donc, pendant 3 jours, 3 nuits, j'ai fait des listes de choses qu'il fallait que je fasse avant de mourir. Ça a tourné en boucle comme ça, et puis après, ça s'est arrêté. Je me suis levée un matin pour partir au travail, puis je ne me sentais pas bien. Et ma fille m'a dit « reste à la maison ». Donc, je suis restée à la maison. À midi, j'ai une amie qui est venue, elle m'a dit « va aux urgences ». Donc, je suis allée aux urgences. On m'a fait un scanner. Et là, on m'a dit que j'avais une tumeur. Et on m'a aussi dit qu'il fallait l'enlever le plus rapidement possible, parce que ça avait fait une occlusion intestinale. Et du coup, je me suis retrouvée à 3 h du matin au HUG, en salle d'opération. Et à 8 h, on m'avait enlevé un bout de côlon.
Voilà, témoignage de Céline et Laure qu'on retrouvera également dans quelques minutes pour qu'elles nous racontent ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'elles sont sorties, elles sont aujourd'hui guéries fort heureusement. C'est un message aussi important, savoir que c'est une maladie. La plupart des cas, on en guérit, ça se soigne, il y a des traitements et on va vous en parler dans la deuxième partie de cette émission. Docteur Béatrice Arzel, ça va être le moment pour nous de parler de quelque chose d'important parce que justement pour s'en sortir, il faut détecter la maladie quand elle intervient au plus tôt. Et pour cela, c'est le dépistage qui fait toute la différence. Oui, j'ai même envie de dire que l'objectif du dépistage, c'est d'arriver avant que la maladie soit présente. Comme je vous le disais tout à l'heure, le petit polype qui apparaît dans l'intestin, chez une bonne partie, presque la moitié de la population à partir de 50 ans, dans les coloscopies qu'on fait, on va trouver beaucoup de polypes. Et puis ces polypes, un certain nombre d'entre eux, au bout de 10 ans, ça va être un cancer. Et le principe du dépistage, c'est de se dire on va arriver même avant que le cancer se développe. Donc l'objectif du dépistage, c'est de trouver des polypes avant qu'ils ne deviennent cancer. Et puis si cancer il y a, le trouver le plus tôt possible. Alors on a la chance effectivement à Genève d'avoir un programme organisé de dépistage du cancer colorectal. Qu'est-ce que ça veut dire un programme organisé ? Ça veut dire que toutes les personnes à partir de 50 ans, entre 50 et 69 ans, vont recevoir une invitation à se faire dépister pour le cancer colorectal. Qu'est-ce que c'est que se faire dépister pour le cancer colorectal ? Ça veut dire qu'en fait, à Genève en tout cas, on va proposer à cette population, hommes et femmes de 50 à 69 ans, de choisir entre deux tests. De choisir entre un test très simple qu'on fait chez soi, qui s'appelle la recherche immunologique de sang dans les selles. C'est un nom bien long, on lui a donné un petit nom, il s'appelle le FIT. Et en fait, c'est un test extrêmement simple qu'on peut aller chercher en pharmacie. Et ce test, en fait, c'est un simple prélèvement de selles. On envoie ce petit tube où on prélève des selles au laboratoire et on va avoir une réponse sur la présence de sang occulte, c'est-à-dire de sang qu'on ne voit pas. On parlait tout à l'heure de sang qu'on voit. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est des traces infinitésimales de sang dans les selles. Ce test-là, ça va être une première petite alerte en disant il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Ce n'est pas forcément un cancer. Mais en tout cas, c'est une manière très simple de faire un tri entre les gens qui vont devoir aller faire une coloscopie pour voir ce qui se passe, et puis un test qui peut être rassurant. Et si le test est rassurant, la personne recevra tous les 2 ans, pendant cette période-là, à nouveau un test, et c'est important de le faire régulièrement. Alors, je peux vous le dire en connaissance de cause parce que je l'ai fait. C'est discret, c'est pratique, c'est très propre. Ça prend 5 minutes. Donc, autant le faire pour prévenir plutôt que de s'en affranchir et puis finalement d'attendre un petit peu trop. C'est extrêmement facile et c'est facile d'accès. Et également, pour ce qui est des remboursements, comment est-ce que ça se passe ? Parce que là, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éclaircir. Oui, alors on a la chance de nouveau d'être dans un canton où il y a un programme de dépistage. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'AMAL est obligée maintenant de rembourser les tests de dépistage, une coloscopie tous les 10 ans ou une recherche de sang dans les selles tous les 2 ans. Mais ça, c'est dans le cadre de la franchise partout en Suisse. À partir du moment où il y a un programme de dépistage, ne reste à la charge de la personne qui fait son dépistage que 10% du coût. Alors pour parler sous, pour dire des chiffres... Ça représente quelle somme à peu près ? Exactement, on va parler sous. Votre test de recherche de sang dans les selles, il vous coûte 4,60 francs. Voilà, c'est tout. 4,60 francs de la poche du patient. C'est tout, c'est pas cher, c'est facile, comme on le disait. C'est le prix de la tranquillité. C'est le prix. Oui, je ne sais même pas si on peut dire que c'est le prix. Quelle chance de pouvoir avoir un test. On paye 4,60 francs et on a déjà ce premier test. Donc ça concerne tout le monde, y compris si on a une franchise à 2 500 francs 3 000 francs, quelle que soit votre franchise. L'important, c'était de donner le choix aussi. Parce que ce que l'on sait, c'est qu'en fait, on se fait plus facilement dépister si on a le choix entre 2 tests. Ça, c'est le test facile, pas cher, vite fait. C'est très simple. Tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Il y a aussi la possibilité de faire une coloscopie. Alors la coloscopie, Ça, c'est le patient qui choisit ? Ça doit être le patient qui choisit en accord avec son médecin. On en parle avec son médecin de famille. On va faire une consultation d'inclusion, c'est comme ça que ça s'appelle. Et cette consultation, elle doit servir à discuter. Qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce que vous vous sentez plus à l'aise avec un test que vous faites chez vous ? Ou est-ce que finalement, ça vous va mieux de faire un test seulement tous les 10 ans ou en même temps que vous faites votre coloscopie, on va voir les polypes, on va les enlever. Et puis, pendant 10 ans, s'il n'y a rien, vous êtes tranquille. Et s'il y a quelque chose, on va vous surveiller de plus près. Ça, l'avantage de la coloscopie est celui-là, c'est-à-dire c'est que tous les 10 ans.
Et puis, on peut directement enlever un polype s'il y a un polype dans le même temps. Par contre, il y a des gens, il va y avoir une préparation, il va falloir boire des laxatifs, pas manger, avoir un régime un peu spécial pendant quelques jours. Exactement. Il y a une sédation, c'est pas une anesthésie, mais on vous endort. Vous faites, c'est pas désagréable du tout. Hein. Et puis c'est fait. Et chacun est plus ou moins à l'aise avec chaque test. Donc l'important, il faut retenir, l'important c'est de choisir. L'important c'est de se faire dépister. C'est important. Et puis de le faire régulièrement. Alors, professeur Frossard, quels sont les avantages et inconvénients des deux techniques? Parce que c'est vrai comme on a le choix, on se dit, tiens, finalement... Alors, je crois que c'est important de rappeler que le but, de notre dépistage, c'est que les gens y adhèrent. Et précisément, on propose 2 tests différents. L'un qui est plus confortable, le FIT, dont vient de parler le docteur Sardel, et puis la coloscopie. Franchement, personnellement, je fais les deux, parce que je suis peut-être un peu un inquiet, on va dire. Mais les avantages, disons, du FIT, c'est que vous pouvez le faire en effet à la maison, c'est bon marché, c'est répétitif. Quand il est positif, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a cancer. Ça veut dire qu'il y a du sang caché dans les selles qui peut témoigner d'hémorroïdes, d'une maladie inflammatoire, d'un polype, éventuellement d'un cancer. La coloscopie, à la faveur des gens qui sont peut-être plus inquiets, parce qu'en effet, on est là pour voir et enlever si on trouve quelque chose. C'est-à-dire que si vous faites un FIT qui est positif, vous dites, finalement, il faut que j'aille à l'étape ultérieure, qui est la coloscopie, parce qu'on doit aller voir ce qui se passe. Alors, ça dépend un peu de la philosophie de chaque individu. Le plus important pour moi, c'est que les gens aient le choix et choisissent l'un ou l'autre, et qu'ensuite, on soit à disposition pour répondre aux questions des patients. Alors, on parlait de ces 2 techniques, évidemment, de dépistage. Professeur Chapuis, quand on a un risque génétique, on en parlait tout à l'heure, on a intérêt à se faire dépister même quand on a moins de 50 ans? Alors oui, alors là, dans le cadre de prédisposition génétique, il y a des critères qui nous aident beaucoup, critères établis par des experts internationaux, qui sont revus régulièrement, ces critères, pour savoir finalement à partir de quel âge la surveillance va démarrer, à quelle fréquence. Dans le cadre des prédispositions génétiques que l'on connaît, par exemple, le FIT n'a pas sa place. On doit faire confiance, on doit recommander impérativement la coloscopie. La coloscopie peut démarrer, on est amené à le faire aussi parfois durant l'enfance, ou quand on est jeune adulte, on va le répéter aussi à une fréquence beaucoup plus rapprochée que ce qui va être recommandé dans la population générale. On l'a dit, tous les 10 ans, la coloscopie, pour la plupart des syndromes génétiques que l'on est amené à prendre en charge, les coloscopies sont répétées tous les 1 à 2 ans, par exemple. Et on a la démonstration, c'est ça qui est très important, on a la démonstration de l'efficacité de ces mesures de surveillance, coloscopie rapprochée, pour la prise en charge de ces personnes à risque génétique. Alors, si vous venez nous rejoindre sur les Monts Bleus, vous avez tous remarqué nos petits rubans bleus à l'occasion de Mars Bleu, qui est le mois de sensibilisation au cancer colorectal dont nous parlons et sur lesquels nous avons, grâce à vous, des informations très précieuses. Docteur Thibaut Kessler, on est en 2024, ce mois Mars Bleu, il intervient évidemment année après année. Aujourd'hui, où en est-on? Est-ce que les messages que vous diffusez aujourd'hui sur ce plateau sont bien accueillis, sont bien reçus, sont bien compris par la population? Ou est-ce qu'il faut encore faire œuvre de beaucoup de pédagogie? Je crois que notre présence ici en témoigne. Je pense que c'est important de communiquer parce que ce cancer colorectal, ce n'est pas forcément une fatalité. Important de communiquer parce que se dépister, c'est important. Et puis important de communiquer parce qu'il y a des progrès. Et donc, ce qui a été fait il y a 10, 15, 20 ans, maintenant, la technologie, la science avance. Et donc, l'information doit être présente, omniprésente, afin de pouvoir éviter cette maladie. Est-ce qu'elle est plus importante sur ce type de cancer parce qu'on a certaines retenues quand même pour parler de cette partie du corps par rapport à un autre type de cancer sur une autre partie de notre anatomie? Alors, vous avez absolument raison. Je pense que c'est, comme on a pu déjà en parler, faire la coloscopie, c'est quelque chose qui pourrait être vu comme quelque chose de limitant. On a dit, il y a une alternative. Et donc, cette alternative peut être choisie, effectivement. Mais on a dit aussi au départ, c'est une tumeur fréquente. Et donc, il y a un certain nombre de jeunes voix, plus de 200 jeunes voix vont être diagnostiquées en 2024 avec cette tumeur. Et donc, c'est important que, si on peut essayer de réduire ce chiffre le plus possible. Et dans la deuxième partie de cette émission, on parlera évidemment du traitement et également de l'après pour ces patients dont nous écoutons toujours le témoignage toujours aussi précieux. Je vous propose de retrouver Céline et Laure. Elle nous raconte ce qui s'est passé après le traitement de leur maladie.
J'ai même senti parfois des regards d'ex-collègues qui, en me voyant, j'ai senti la perception du « t'as pas un cancer, c'est pas possible, tu vas trop bien quelque part pour avoir un cancer ». C'est un petit peu ça que j'ai ressenti. Et voilà, et je me suis, voilà, je suis retombée sur mes pattes et voilà. Et il y a eu ce temps, j'ai envie de dire, que j'ai consacré à me réparer et à me préparer au retour au travail. Honnêtement, le cancer a été une chance pour moi, parce qu'elle m'a permis de redéfinir mes priorités, de repenser ma vie, mes envies, ce que j'avais envie de faire, de ralentir un peu et de voir les choses différemment. Et puis, voilà, de me reconnecter à l'essentiel. J'ai aussi découvert la méditation. Ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Et puis, ça m'a permis aussi de rencontrer des personnes fantastiques, d'échanger, et puis de devenir patiente partenaire. Et le fait d'être devenue patiente partenaire au HUG, c'était aussi pour moi de donner un sens à ma maladie. La parole toujours précieuse d'anciennes patientes qui aujourd'hui prennent le relais et peuvent accompagner des patients évidemment actuels. Comment se soigne-t-on du cancer colorectal? On en parle dans la deuxième partie de cette émission spéciale Mars Bleu sur l'aimant bleu. On parlera également de la prise en charge du patient, de son confort. C'est également un dossier central. Et puis également des traitements et notamment de la chirurgie qui est, vous allez le voir, de plus en plus discrète. On se retrouve dans un instant sur l'aimant bleu.